Salut Léo, comment tu vas? Salut Aurélia, ça va et toi? Ben écoute, ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le Solo to CEO Mais podcast. surtout, merci à toi de m'inviter. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir être invité et d'avoir un profil qui peut attirer certaines personnes. Donc franchement, c'est plutôt à toi que je dois remercier. Donc ça fait plaisir. Et puis aussi, c'est un peu dans la continuité, vu qu'on a collaboré ensemble. C'est Oui, toujours cool de pouvoir continuer à échanger. tout à fait, ouais. Effectivement, on se connaît parce qu'on a une cliente commune et on a travaillé donc ensemble, Léo. Et donc, Léo, toi, tu es le fondateur de Prinkster et initiateur de Link Leads. Ouais. Donc, tu as accompagné plus de 160 entrepreneurs et solopreneurs sur LinkedIn dans l'objectif qu'ils puissent générer des leads grâce à leur profil LinkedIn. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus, nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que Prinkster et qu'est-ce que Link Leads? Ouais. Alors, en fait, si tu veux, Prinkster, de base, alors, il y en a plein qui n'oseraient pas le dire, mais Prinkster, c'est une pure opportunité. J'ai sauté sur une opportunité, c'est-à-dire qu'avant, j'avais une agence qui s'appelait Neptune Network. C'est une agence web 360 dans laquelle on faisait de la création de sites internet, de la publicité et tout ça. Ça me plaisait pas forcément, je le faisais beaucoup plus, ben, ça m'aidait à financer mes études. J'avais un chiffre d'affaires qui était quand même convenable, surtout pour un début, mais je le faisais voilà, plus par nécessité que par passion. Euh, et un jour, je me suis lancé sur LinkedIn. Bon, ça, c'est toute une longue histoire au final, mais je me suis lancé sur LinkedIn parce que j'en avais marre de passer mon temps à prospecter à des inconnus par mail, par téléphone. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire comme un pote à moi qui s'était lancé sur LinkedIn. Je vais me lancer sur LinkedIn et je vais voir si je peux trouver des clients sur LinkedIn. Au final, j'ai vite appris. J'ai passé jour et nuit à me former sur LinkedIn. Et puis, mon compte LinkedIn a vite eu une attraction qui a attiré de nouveaux clients pour mon agence Neptune Network. Sauf qu'en fait, mes clients, ils me posaient de plus en plus la question. Ils me disaient, mais Léo, on voit ce que tu fais sur LinkedIn. On aimerait bien que tu le fasses pour nous aussi alors que c'était un service que je proposais pas. Et là, j'ai été honnête avec un client, je lui ai dit, bah, écoute, c'était un bon client de longue date, je lui ai dit, je fais pas ce service, si tu veux, on peut démarrer, mais je t'assure pas que tu auras des résultats parce que je l'ai fait que pour moi et j'ai jamais fait ce service pour quelqu'un. Et puis, il a dit, bah, écoute, on teste, je lui avais fait un très très bon prix, on a testé, et puis au bout d'un mois, en fait, il trouvait son premier client grâce à LinkedIn, alors qu'avant, c'était que avec la publicité. Et puis, ce client est devenu un client avec qui on a collaboré pendant 2 ans et qui aujourd'hui a un profil LinkedIn qui lui rapporte des clients chaque mois grâce à LinkedIn chaque semaine. Et après, automatiquement, en fait, ça a commencé à attirer de nouvelles personnes. Des personnes comme Alec Henry, Candice Perrac, Alexandre Ivanov, Franck Nicolas. Enfin, on a vraiment eu de super partenaires dans l'agence et on a de super partenaires. Euh, Ce qui a fait du coup qu'un jour, je me suis dit, ben, Neptune Network, ça part et je vais le transformer en agence LinkedIn parce que c'était un service qui me plaisait plus, sur lequel on avait de meilleurs résultats parce qu'en fait, les résultats, vu que c'était un service qui me plaisait plus, bah, automatiquement, j'étais beaucoup plus passionné par le résultat qu'on pouvait apporter aux clients. Donc en fait, tout matchait. Mais à un moment, il y a une autre question qui est venue, c'est oui, mais Léo, c'est bien, ton agence, elle est cool, il y a du résultat, mais c'est pas accessible pour nous. C'est pas accessible pour tout le monde. C'est accessible pour des entrepreneurs qui font déjà du chiffre d'affaires, mais pas pour un entrepreneur qui se lance ou un entrepreneur qui a plus une petite entreprise à taille humaine. Et du coup, c'est là où m'est venue l'idée de faire du coaching, de coacher les solopreneurs, justement, pour que ce soit plus accessible pour eux. Et au lieu qu'on le fasse pour eux, ben, en fait, je les forme à le faire pour eux. Une autre question est venue, c'est un moment, je me suis dit, moi, j'aime scaler. Et en fait, le fait de vendre mon coaching perso, à un moment, ça va me freiner dans le scaling. Alors, bien sûr, scaler, ça veut tout et rien dire, hein. Il y en a, pour eux, scaler, ça va être scaler en termes de chiffre d'affaires. Il y en a, scaler, ça va être de se retirer de l'opérationnel pour pouvoir gagner le même chiffre d'affaires, mais avec moins de temps alloué à leur entreprise. Donc, ça dépend. Moi, en tout cas, c'était que je voulais gagner plus de faire un plus gros chiffre d'affaires, mais du coup, je dépendais trop de mon temps. Donc, j'ai commencé à créer une formation en ligne qui ne dépendrait plus de mon temps, mais du coup, que je pourrais vendre, on va dire, à l'infini. Je pourrais embaucher des coachs, je pourrais aussi faire du coaching groupé, mais plus uniquement du coaching one-one.
Et du coup, c'est devenu Link Leads. Aujourd'hui, le programme d'accompagnement qui, selon moi, est le plus complet dans la francophonie. Et du coup, on accompagne plein d'entrepreneurs qui se lancent et qui n'ont pas forcément les moyens de payer mon coaching one-one, ben, comme notre cliente qui a payé mon coaching one-one, mais il y en a plein qui ne pourraient pas, ou alors mon agence. Donc, en fait, j'ai une offre à trois niveaux. C'est le tout débutant, l'entrepreneur qui est déjà lancé, qui fait son chiffre et qui peut payer mon coaching one-one, et l'entrepreneur qui a même plus le temps d'écrire ses posts LinkedIn, d'aller prospecter, de faire tout ce travail. Donc en fait, j'ai D'accord, vraiment créé une offre à trois niveaux en fonction du profil que j'ai en face de moi. génial. Et Pringster, du coup, c'est quoi? Bah, Pringster, du coup, ah oui, j'ai oublié de préciser, mais Link Leads, c'est toute la partie formation en ligne et coaching, et Pringster, c'est la partie agence. Ah, voilà, c'est En ça. fait, alors c'est la même entreprise, mais c'est deux noms de marque qui sont complètement différentes. Ok, donc avec la partie agence, du coup, c'est-à-dire que tu accompagnes les clients sur d'autres aspects que que générer des leads sur LinkedIn. Ça Non, peut en être- fait, si tu veux, c'est pareil. Ah C'est oui, juste il y a du que done for you aussi, c'est ça? Ouais, voilà, c'est juste Voilà. le done for you et le done with Ouais. you. En fait, c'est la même méthode. C'est juste que il y en a un, bah, il va devoir le faire lui-même, et l'autre, on Oui, fait tout à sa place. C'est-à-dire qu'on va sur son compte, on prospecte, on rédige les publications, on optimise le profil, on fait vraiment tout, la stratégie, le calendrier éditorial. Il a rien du tout à faire, juste un appel par mois. On lui fait les reporting, on lui montre les résultats, on met en place, on fait une analyse des CRM pour voir les leads qui sont rentrés, les leads qui se sont closés, tout ça. Là où dans la partie coaching et formation, ça va être à la personne de passer à l'action de son côté. yes, trop bien. Et t'es jeune, Léo? Je crois que t'as 24 ou 25 Ouais, ans. 24 ans, ouais. 24 ans. Et avant LinkedIn, tu avais donc déjà une agence. Donc, t'as Ouais, commencé finalement tôt. Après, oui. t'as fait une école Alors, d'ingénieur, c'est ça? ouais, j'ai fait une école d'ingénieur, ça s'appelle Epitech à Oui. Montpellier. Pour le coup, moi, j'étais pas du tout études. Mais vraiment, jusqu'au lycée, l'école m'a toujours désintéressé, mais au point où des fois, je me faisais être malade pour pas y aller, carrément. Euh, mais en fait, j'ai trouvé une passion, c'était la passion pour l'informatique, l'univers tech. Et par chance, j'ai trouvé une école qui, pour une fois, m'avait plu. C'était Epitech, donc une école dans laquelle on apprend par la pratique, par des projets. On va créer des choses et plus uniquement écouter un prof parler. En fait, moi, c'est ça que j'ai toujours aimé. Mais cette école, elle coûtait cher. Elle coûtait cher parce qu'elle coûtait 45 000 euros sur les 5 ans. Et moi, mes parents ne pouvaient pas du tout financer ça, même s'ils voulaient, ils ne pouvaient pas. La banque avait du mal parce que mes parents, encore une fois, n'avaient pas les bons dossiers pour être garants sur ça. Ils avaient un niveau d'endettement qui était déjà, on va dire, suffisant pour les banques. Et j'avais personne dans mon entourage qui pouvait m'aider. Du coup, la seule manière d'aller dans cette école, c'était d'utiliser bah, le peu d'économie que j'avais déjà, parce que j'avais travaillé avant, et aussi bah, du coup de me lancer sérieusement dans le business pour financer mes propres études. Et en fait, moi, d'un côté, ce que j'aime bien, il y en a souvent, ils disent, c'est pas bien de se lancer avec la pression, avec une pression. Mais en fait, moi, je me suis lancé dans le business avec une vraie pression. C'est bah, si je ne gagne pas d'argent, je peux pas financer mes études à la fin de l'année, donc je serai endetté. Parce que bah, je m'engage à payer mes études, je suis obligé à la fin de l'année de payer, sinon j'aurai une dette. Donc en fait, c'était ma pression et c'est ce qui m'a poussé à aller chercher des clients pour générer du chiffre d'affaires, pour financer mes études. Et donc, en fait, ça a été une pression assez positive. Mais avant ça, donc avant Epitech, je suis arrivé à Montpellier en 2018. 2017 ou 2018, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais avant ça, bah, du coup, j'étais au lycée. Et en fait, je me suis passionné à l'entrepreneuriat vers mes 14 15 ans, là où vraiment, moi, j'étais quelqu'un d'hyper curieux et j'ai toujours aimé euh, toucher à tout, la tech, l'informatique. Et je me suis passionné dans un premier temps par la création de jeux vidéo. Et en fait, à cette époque, donc vers mes 15 ans, j'avais créé un concours qui s'appelle la French Game Jam, enfin qui s'appelait la French Game Jam, et c'était une compétition pour créer des jeux vidéo en 24 heures. En fait, il y avait des participants. Ces participants, bah, du coup, ils avaient 24 heures pour créer un jeu vidéo avec des critères bien spécifiques. Et au bout des 24 heures, il y avait un jury qui faisait un gagnant, et puis il y avait un petit cadeau euh, à la clé.
Trop bien. Donc, tu as commencé très tôt à t'intéresser à l'entrepreneuriat. Comment c'est venu en fait? Tes parents sont entrepreneurs ou tu avais déjà cette Pas fibre du... Ouais. entrepreneuriale dans la famille ou pas du tout? Pas du tout, au contraire. En fait, moi, ce qui est assez spécial, c'est que vraiment dans toute ma famille, mais quand j'ai toute ma famille, c'est tout confondu. Vraiment, cousins, enfin, ça peut aller très très loin. Il n'y a pas du tout d'entrepreneur. En fait, moi, ce qui m'a mené à entreprendre, c'est plutôt ma curiosité. Où, bah, tu vois, j'ai commencé, mais j'ai fait 2 jobs dans ma vie. J'ai jamais eu de CDI, mais les 2 petits jobs que j'ai eus, c'était des jobs étudiants. C'était arroser les plantes dans mon village avec la mairie, et l'autre, c'était faire la plonge dans l'hôtel dans lequel ma mère travaillait. Et en fait, je regardais autour de moi et je me disais, mais ils sont, en fait, quand on a un emploi, on est assez limité dans le sens où bah, on doit exécuter une tâche qu'on nous envoie, qu'on nous donne. Et moi, je me trouvais hyper limité et aussi je me disais, mais je veux pas faire ça toute ma vie, je me vois pas être enfermé dans la case. Alors ça va être un peu bateau ce que je vais dire, mais enfermé dans la case salariat. Il y en a, ils s'y voient très bien. Moi, ma famille s'y voit très bien, mais moi, en tout cas, je me voyais pas me renfermer dans cette case. Ce qui fait que très jeune, j'ai eu un déclic et je me suis dit, pour rien au monde, je ferais ça. Et en fait, bah, très tôt, j'ai essayé de me former, j'ai trouvé des vidéos sur YouTube qui m'ont fait avoir des déclics aussi sur des entrepreneurs C'était les débuts de l'infoprenariat, les entrepreneurs qui vendaient des formations en ligne. Alors, il y avait du mauvais, du très bon, mais en tout cas, moi, je suis tombé sur du très bon. Et du coup, très vite, j'ai su bah, que c'était possible, en fait, de même en partant de zéro, de pouvoir se lancer et de pouvoir bah, lancer son premier business, même sans générer forcément beaucoup d'argent, mais au moins commencer à en vivre. Et moi, après, ce qu'il faut savoir, c'est quand même, contrairement à beaucoup de personnes, je ne vends pas la réussite rapide. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à 14 15 ans. Alors, je sais jamais vraiment si c'est 14 ou 15 ans parce que il y a des petits projets que j'ai lancés, mais qui n'étaient pour moi pas forcément de l'entrepreneuriat, c'était plutôt de la curiosité. Et en fait, j'ai commencé à générer mes premiers revenus à 17 ans. Donc, en fait, il y a eu quand même quelques années où je faisais pas de revenus. C'était plutôt de l'apprentissage. On va dire, je me préparais à entreprendre. Ma compétition de jeux vidéo, elle me rapportait rien parce que tout ce qu'on gagnait, enfin le peu en tout cas que je gagnais, c'était pour payer le jury ou les cadeaux. Donc en fait, je gagnais rien du tout. Et de toute façon, en réalité, j'avais même pas le droit d'avoir une entreprise à cet âge-là. Donc c'était un peu de la bidouille. À 17 ans, j'ai commencé à générer des revenus avec une formation dans laquelle je formais les développeurs à créer leurs jeux vidéo. Donc en fait, la formation a été mes premiers revenus. Et puis après, je me suis lancé en tant que freelance pour développer des sites internet pour les startups. Et puis après, j'ai lancé mon agence parce que mon activité de freelance décollait plutôt bien. Donc je me suis lancé en agence. J'ai eu l'occasion de faire mon propre stage et ma propre alternance dans ma propre boîte grâce à mon école qui m'encourageait à entreprendre justement. Et puis, quand j'avais validé mon master, bah, je me suis dit j'arrête. Et puis, je me lance à 100% dans l'entrepreneuriat. En fait, j'ai arrêté mes études 1 an avant la fin parce que j'avais plus le temps. C'était très long. Alors, j'avais validé mon bachelor. J'ai validé officieusement mon master, c'est-à-dire que j'ai tout validé mon année, mais j'avais plus le temps d'aller jusqu'à la fin. Trop bien. Et donc, au final, tu as réussi à autofinancer tes études. Voilà, j'ai réussi à autofinancer mes études et au final, sans trop de pression, parce que il y a tellement eu de pression au début que je me suis bougé tellement que bah, en fait, les revenus sont assez vite arrivés. Alors, bien sûr, il y a de l'apprentissage avant ça, que bah, au final, j'avais plus la pression parce que je savais que je pouvais payer. Trop Bah, bien. je tiens quand même à préciser que sur les 45 000 euros, il y a 10 000 euros que j'ai réussi à financer par la banque. Donc, c'était plutôt D'accord. 35 000 euros de ma poche plutôt que 45. Génial. Et donc, bah, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous partager ta vision, la vision que tu as pour toi et aussi avec ton entreprise? Ouais. Alors, moi, pendant des années, j'ai eu la mauvaise vision dans le sens où la vision, c'était gagner de l'argent. Et quand je dis pendant des années, c'est que l'année dernière encore, j'étais dans cet aspect-là, c'était je voulais juste générer de l'argent. Mais en fait, à un moment, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément heureux avec cette vision, que certes, je gagnais de l'argent, mais en fait, je me cachais un peu derrière une fausse croyance, c'est euh, le business, c'est juste pour gagner de l'argent. C'est pas pour s'accomplir. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, moi, je veux voir ma vie comme un jeu vidéo. Alors moi, j'ai jamais été passionné par le jeu vidéo dans la consommation, mais dans la création.
Et en fait, je vois ma vie comme un jeu vidéo, c'est-à-dire que j'ai des missions dans ma vie que je dois accomplir, des missions qui sont plutôt perso, et l'entrepreneuriat me permet d'accomplir ces missions parce que l'argent que je génère me permet justement d'accomplir des missions. Par exemple, j'ai une vision, alors c'est pas une vision, c'est plutôt un objectif de vie, c'est que moi, j'adore les chiens. Et je sais qu'il y a beaucoup de chiens qui sont maltraités, qui n'ont pas la vie qu'ils méritent à cause bah, d'humains qui sont pas forcément cool avec eux. Et moi, en fait, ce que je veux créer, c'est un espèce de château avec, enfin, que je veux financer en tout cas, un gros château avec plein d'espèces de chenilles à l'extérieur pour pouvoir financer des personnes qui pourront justement bien dresser ces chiens et leur apporter la vie qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient eu les bons maîtres, mais qui malheureusement, bah, aujourd'hui, ils ne peuvent pas parce que même si on a de belles associations, on a la SPA et tout ça, bah, on sait très bien que les associations, elles font ce qu'elles peuvent, mais elles font avec les moyens qu'elles ont. Et moi, je sais que l'argent que je génère peut justement servir cette vision. Et je suis un peu dans l'optique où, OK, c'est bien, il y a des associations qui font le travail, mais ça dépend trop du bon vouloir des gens, c'est-à-dire des dons. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que bah, je ne vais pas vouloir dépendre des dons, je vais dépendre de mes propres revenus et je vais financer ce projet. Alors peut-être que cette vision et cet objectif va changer par la suite, peut-être qu'au final, je vais me faire financer par une source extérieure, mais en tout cas, je sais que ça fait partie des objectifs de vie qui me motivent à fond et pour lesquels je travaille. Et plus seulement, bah, tiens, je gagne de l'argent pour gagner de l'argent. Trop Après, bien. je sais que j'ai un objectif aussi qui est un peu plus, alors, pas fou pour certains, mais pour moi, oui, c'est de construire ma propre maison, acheter mon propre terrain et construire ma propre maison de A à Z. Alors, bien sûr, en étant accompagné par des pros, mais je sais que moi, ça me ferait vibrer de faire ça, mais pour l'instant, j'ai pas forcément le temps. Enfin, en tout cas, non, si j'ai le temps, mais je priorise pas ce projet, mais je sais aussi que ça fait partie des petits défis que je me lance dans la vie. La construire toi-même, en Ouais. étant accompagné, si Voilà, en possible, étant, par bien des sûr, en pros. étant accompagné. D'accord. En tout cas, participer activement à la construction et carrément filmer ça, en faire du contenu Ouais, sur YouTube ou vraiment en faire carrément. un vrai concept. Des super projets, en tout cas. J'adore. Voilà. Et Ouais, c'est plus des défis. Tu vois, en fait, c'est pas forcément une vision long terme. Moi, ma vision, c'est vraiment qu'à la fin de ma vie, encore une fois, ça va être banal, mais c'est pas de mourir avec le plus d'argent sur mon compte bancaire. C'est de mourir avec le plus de défis réalisés. Tu vois, ça peut être n'importe quoi. Ben, je ne sais pas si tu as suivi l'histoire Inoxtag qu'a gravi bien l'Everest. sûr. Voilà. Mais Hmm. ça, en fait, pour moi, c'est incroyable de pouvoir te lancer des défis comme ça. Mais pour te lancer des défis comme ça, il faut avoir l'argent. Parce que pas n'importe qui peut faire Ouais. ça. Déjà, ça coûte de l'argent. Il faut bah, dédier une bonne grosse année à ce genre de défi. Donc, en fait, il n'y a que si on a de l'argent qu'on peut faire ça. Et moi, je sais que l'argent est un outil qui va me permettre de financer tout ça. Et après, ma vision plus à l'intérieur de ma boîte, c'est vraiment de transformer la vie d'un maximum de personnes. C'est transformer la vie et de leur montrer que comme moi, en fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir ce déclic, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir le déclic parce que le déclic arrive par une expérience et tout le monde ne vit pas les expériences. Et moi, je veux vraiment montrer à tout le monde, en tout cas qui ne se reconnaît pas dans la case basique, enfin la case standard de la vie, mais qu'il y a un autre chemin qui peut être pris et que si on croit vraiment en soi et qu'on s'en donne vraiment les moyens, on peut réussir. N'importe qui aujourd'hui peut réussir, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, on peut réussir. On peut réussir de n'importe où. Et puis surtout quand on est né en France, en fait, on a déjà la richesse qu'on a en France par rapport à d'autres pays. Et pour moi, quand on est en France, en fait, on a tous les outils pour justement démarrer, que ce soit un projet. Alors, je ne parle pas forcément d'entrepreneuriat, hein. Ça peut être vouloir démarrer une carrière de sport de haut niveau, ça peut être devenir artiste ou quoi, mais on peut réussir dans notre domaine. Yes. Tout n'est que des peurs, des croyances. Et d'ailleurs, ensemble, je lis le livre Les peurs et les croyances de Lise Bourbeau, qui est un livre incroyable, tout petit. Je l'ai lu en même pas 2 heures, là, je l'ai presque terminé. Et en fait, bah, ça reflète bien une vision, pas une vision, mais un avis que je me donne de la vie, c'est que tout ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas viennent que de peurs et de croyances. Mais carrément. Carrément. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir aucune peur et se lancer, faire les choses.
Bah tiens, j'ai déjà lu un livre de Lise Bourbon, mais celui-là, je le connaissais pas, donc je vais me l'acheter aussi, ça a l'air C'est pas mal. lequel de Lise Bourbeau? Oh là là, ça me revient plus. Peut-être Écoute ton corps. C'est Non, le plus pas connu celui-là. d'elle. Il y a Non, L'argent et l'abondance de Lise Bourbeau que j'ai ouais, non, lu. c'est pas celui-là. Il y a lui, donc lui c'est Écoute ton corps, c'est celui que je vais lire juste après, après lui. Lise Bourbeau, c'est Ouais, une superbe auteure, franchement, elle fait des très bons livres. ça va me Euh, revenir après. ouais. Mais c'est Mais un de elle ses en a livres les écrit plus connus. 26, hein, donc ça m'étonne pas que tu te rappelles plus. Ouais, Elle a écrit voilà. pas mal de livres quand même. Yes. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager un petit peu quelles sont tes intentions, tes objectifs pour 2025? Alors moi, mes objectifs pour 2025, déjà j'ai un objectif, alors j'en parle pas souvent, mais je vais oser le dire là, c'est de d'écrire et de terminer un livre. Donc j'en parlerai pas plus, mais en tout cas, c'est vraiment, ça fait partie de mes objectifs, le livre. Ensuite, là, je suis en train de commencer à m'associer avec quelqu'un, c'est-à-dire que ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble. On a de beaux objectifs et en fait, moi, comme j'ai dit, je vois ma vie comme un jeu vidéo et il y a un jeu que j'adorais, c'était Monopoly. Enfin, c'est pas un jeu vidéo, c'est un jeu de société. Et en fait, il y a un domaine sur lequel je me suis pas assez formé dans ma vie, c'est le domaine de l'investissement, l'immobilier, la bourse et tout ça. En fait, là, on est en train de créer une société qui me permettra de réinvestir une partie des bénéfices générés par ma société actuelle et en fait en créer une société d'investissement qui me permettra justement de financer des projets comme le projet dont je t'ai parlé par rapport aux chiens. Donc, encore une fois, c'est un outil qui me permettra de réaliser mes rêves et pas seulement gagner de l'argent. Même si, bah, comme beaucoup de gens, j'adore l'argent. L'argent, ça me permet de voyager, ça me permet d'aider mes proches, ça me permet de manger, d'avoir un toit et tout. Mais au-delà de ça, ça me permet aussi de m'accomplir dans certains objectifs. Donc ça, c'est les deux objectifs principaux. C'est l'investissement et la création d'un livre. Et après, j'ai envie de te dire, un objectif qui est le même chaque année, c'est bah déjà d'accompagner toujours de plus en plus de personnes, de me lancer activement sur YouTube et Instagram et de prendre une grosse place dans le domaine de la création de contenu dans le sujet business. Donc ça, je sais que ça va être l'un des objectifs les plus compliqués parce que j'ai du mal avec le format vidéo. Alors pas avec le format live ou le format visio comme là ce qu'on fait, mais le format me poser devant une caméra et apporter de la valeur en caméra, c'est difficile pour moi. Donc ça va être un défi. Et après, plus perso, en fait, j'ai eu un déclic l'autre fois, c'est que, bah, comme je t'ai dit, j'ai envie de me lancer plein de défis. Et là, il y a deux choses principales dans lesquelles je veux me lancer. C'est déjà le piano, donc vraiment me former à fond au piano et maîtriser à mort le piano pour me challenger sur ça. Et aussi, j'ai vraiment envie de me lancer dans le théâtre. Donc, faire du théâtre pour m'améliorer en public, en art oratoire, être à l'aise au public. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le business, avec ce que je fais, mais c'est surtout pour me dépasser et me dire, moi, je sais que j'ai peur. Le théâtre, j'ai trop peur de passer devant des gens. Contrairement à une conférence, j'ai déjà fait des conférences, mais c'est un sujet que je maîtrise. J'allais dire, tu es quand même à l'aise hein, au niveau Oui, oratoire pour ouais, communiquer, mais en pour faire des fait, conférences. oui, j'ai fait des conférences, j'ai fait tout ça, mais parce qu'en fait, c'est un peu ma zone de génie. Mais en fait, à partir du moment où je sors de cette zone, moi, devant les gens, je tremble, mais vraiment. Et donc là, en fait, j'ai vraiment envie de sortir de ma zone de confort et de faire ça. Et le piano, c'est parce que c'est quelque chose, en fait, la musique, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup depuis petit. Quand j'étais petit, je faisais de la batterie. Et le piano, je sais pas, c'est quelque chose qui m'attire. Donc je verrai, peut-être que ça me plaira pas quand je vais vraiment me lancer, même si j'en ai déjà fait un peu rapidement. Mais en tout cas, j'ai bien envie de tester. Trop bien, trop bien. Donc voilà, encore une fois, dans l'objectif de faire un maximum de choses pour avoir le moins de regrets par la suite. Superbe. Ça m'est revenu, hein. Lise Bourbon, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ah oui, eh ben, c'est celui que je vais lire juste après lui. Ah ben Donc voilà. là, je suis en train de faire tout Lise Bourbeau, là, vraiment. Trop bien. Et donc, est-ce que tu te rappelles de l'époque où tu étais encore freelance, encore Ah solo? oui, ah oui, Tu oui. n'étais pas Ouais, encore en fait, ça accompagné. date d'il n'y a pas très longtemps. En fait, je suis Ouais. passé plus CEO. Alors, CEO, c'est un terme qui peut
aller à certaines personnes. Moi, je pense que ça peut m'aller, mais CEO, voilà, ça dépend. En fait, je suis CEO d'une petite boîte hein, pour l'instant, mais en Oui. tout cas, je suis pas solopreneur. Mais en fait, moi, j'ai fait le switch de solo à CEO, donc de freelance à CEO, quand j'ai quitté mes études. Et je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que j'y aille avec une nouvelle vision. Je suis plus seul. Je suis pas, voilà, je cours plus dans ma propre. Alors, moi, à chaque fois, je dis ça, je cours plus dans ma propre roue, comme le hamster, c'est-à-dire Oui. à être à fond dans ma propre course. C'est-à-dire que maintenant, je vais courir avec d'autres personnes et plutôt créer un empire plutôt que créer un projet. Tu vois, un projet, c'est quand on est seul. Un empire, pour moi, c'est quand on est plusieurs. Et ouais, c'était là qu'il y a eu le switch. Et c'était quoi pour toi les signes déclencheurs, bon, à part, voilà, ça marquait la fin de tes études, mais est-ce qu'il y a eu des signes où tu t'es dit, bon là, stop, je peux plus continuer à faire ça tout seul, il faut que je m'entoure de personnes. Ouais, c'est quand. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en solo, en freelance, j'ai réussi à faire mon plus gros chiffre à 17 500 euros. Euh, Ce qui était pas mal hein, pour quelqu'un de solo, c'était même très très bien. Mais en fait, j'étais vraiment, c'était ma limite. C'était ma limite. Et ce chiffre, par rapport en tout cas à ma situation et mes connaissances à l'époque, ce chiffre, en fait, si je continue à le faire pendant plusieurs mois, il allait me mener au burn-out. Parce que ça me demandait énormément de travail. Alors bien sûr, hein, on peut gagner le même chiffre en travaillant beaucoup moins. C'est juste que moi, par rapport à mes connaissances à l'époque et mon domaine, en tout cas, c'était mes propres limites actuelles. Aujourd'hui, je sais que seul, je pourrais gagner plus, mais à l'époque, en tout cas, c'était mes propres limites. Et j'avais atteint mes propres limites, justement. Et comme j'ai dit, moi, j'aime pas avoir des limites. J'aime toujours voir plus loin. Et en fait, pour voir plus loin, à cette époque, je savais qu'il fallait que je m'entoure des bonnes personnes. Alors, j'ai commencé à travailler avec des freelances. Après, j'ai embauché des gens en CDI. Donc, j'ai déjà commencé par prendre 2 alternants. Ensuite, j'ai pris un commercial. Ensuite, j'ai pris mes bureaux à Montpellier. D'ailleurs, quand je me suis lancé sur LinkedIn, j'ai fait une photo où je montrais mes premiers locaux. Et après, je suis vite revenu à un système où tout le monde est indépendant. Je travaille beaucoup avec des freelances parce que, encore une fois, c'était incohérent de travailler avec des CDI, des salariés, alors que moi-même, je ne croyais pas en ça. Le fait de travailler avec des indépendants, je sais qu'ils sont beaucoup plus libres, ils dépendent pas de moi. Moi, je dépends pas d'eux. On va dire c'est une relation qui me plaît beaucoup plus de travailler avec des indépendants. Parce que si demain l'indépendant il veut partir parce que il m'aime pas ou il aime pas ce qu'on fait, bah, il peut partir. Je tiens personne. Il Et n'a pas le même, inversement, il a pas le voilà. même mindset aussi. Ouais, Alors que quand on travaille avec des CDI, je trouve que la relation est différente. Mais encore une fois, c'est parce que moi, je suis pas à l'aise avec ça. Mais il y en a, ils sont très à l'aise. Donc voilà, ça dépend. C'est juste que moi, tout le système crée un empire avec des indépendants, des personnes qui dépendent d'elles-mêmes, des personnes qui ont des projets. Ça m'anime plus, en tout cas pour l'instant dans ma vie. Peut-être que plus tard, ce sera autrement. trop bien, Donc voilà, c'était pour dépasser mes propres limites. génial. Et aujourd'hui, comment tu définis ton rôle au sein de ton entreprise? Alors, aujourd'hui, je définis mon rôle comme un guide, c'est-à-dire que moi, je suis le GPS de ma boîte, c'est-à-dire que je, j'ai des objectifs. Ces objectifs, je les déconstruis en tâches et en fait, j'assigne les tâches à certaines personnes. Mais par contre, donc ça, c'est des tâches, c'est du court terme. On a tous un objectif principal ensemble chaque année et en fait, c'est moi qui vais un peu guider les personnes vers cet endroit. Et moi, alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui me disent que une vraie compétence, c'est de motiver les gens et de les engager à mes côtés. C'est-à-dire que j'arrive vraiment à créer, parce que, en fait, la même personne peut être pas du tout motivée ou très motivée selon avec qui elle travaille. Et moi, je sais qu'en général, quand on travaille avec moi, j'arrive vraiment à bien motiver les gens pour qu'on se dépasse. Parce que des fois, ben, tous, on traverse des difficultés. Et en fait, la différence, et c'est pour ça que je fais encore le parallèle avec un CDI, euh, en général, quand on est salarié, toute ma famille est salariée, donc je connais quand même à peu près, en fait, on travaille pour une certaine tâche très précise, et puis on a des comptes à rendre, et puis c'est terminé. Enfin, voilà.
Si demain, le gars veut nous virer ou la femme veut nous virer, elle peut nous virer. Alors, bien sûr, il y a quand même des conditions, surtout quand on est salarié, mais on va dire que c'est une relation d'échange très court terme. Alors que le fait de travailler avec des indépendants, enfin, il y a plus cette vision long terme où même eux, ils veulent faire grandir leur propre solo business. Donc, pour faire grandir leur propre solo business, ils doivent faire grandir le business d'autres personnes. Et donc, automatiquement, il y a plus un côté de fort engagement. Et quand l'entreprise, moi, j'ai vécu une période où ma boîte, elle traversait une période assez difficile avec une mauvaise association, ben, je sais que j'ai eu des personnes qui étaient ultra motivées à m'aider à sortir de cette situation. Et en fait, je sais que c'est beaucoup plus simple d'avoir ce côté très dynamique quand on travaille avec des solopreneurs, des freelances, des indépendants, parce que, comme j'ai dit, ils veulent faire grandir leur propre business. Et pour faire grandir leur propre business, ils doivent faire grandir les business des autres. Et inversement, moi, pour faire grandir mon business, je dois faire grandir le business de mes clients. Et mes Mhm. clients, pour faire grandir leur business, doivent faire grandir. Donc, en fait, c'est vraiment un échange Ah, à chaque fois. ouais, ouais, un cercle vertueux, ouais, tout à fait. Trop bien. Et c'est quoi les aspects spécifiques de ton entreprise que tu as choisi de déléguer? Comment tu t'y es pris? Comment tu as pris ces décisions? Alors, contrairement à beaucoup de personnes, il y en a en général, ils délèguent vraiment au dernier moment, quand Ouais, il y a plus le temps. quand ils font sous Euh, l'eau. voilà. Alors, moi, j'ai très, très vite délégué. En fait, les deux premières personnes que j'ai eues dans ma boîte, c'est deux alternants. Ouais. Euh, C'était des alternants qui m'aidaient. Alors, il y avait un développeur web. Et il y avait une community manager avec qui ça s'était hyper bien passé. Franchement, j'avais kiffé notre aventure, mais bien sûr, c'était des études. Donc après, ils ont quitté à la fin de leurs études parce qu'ils se sont réorientés dans un autre domaine. Mais en tout cas, c'était les deux premiers alternants. Et en fait, les alternants ont commencé à m'apporter de la merde administrative, administrative, comme je l'appelle. C'est-à-dire des fiches de paye, des assurances, enfin, plein de trucs que moi, franchement, je voulais pas du tout gérer. Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec une assistante virtuelle, virtuelle assistante ou VA, selon certaines personnes, enfin, comme on les appelle. En fait, je me suis rendu compte qu'au-delà de l'administratif, elle m'a aidé sur énormément de choses. Les déménagements de mes locaux, la facturation, l'administratif de mes alternants, la comptabilité, enfin vraiment énormément de choses qui, du coup, certes, sur le coup, ça m'a coûté, entre guillemets, cher pour moi à l'époque, mais par contre, ça m'a permis de générer plus de chiffres et donc de gagner plus d'argent en payant plus. Et c'est là où j'ai eu la logique investir plus pour gagner plus. C'est plus une dépense, c'est un investissement. Et donc, c'est ouais, les trois premiers profils, c'est les alternants qui ont du coup engendré un recrutement d'une assistante virtuelle. Comment tu avais entendu parler du métier d'assistante virtuelle? Alors, le métier d'assistante virtuelle, j'en ai entendu parler pour la première fois dans une vidéo de Théophile Hélier. Je ne sais pas si tu D'accord. connais, Ah ouais. dans laquelle il disait que je sais plus, c'est une vidéo où il était à Bangkok, dans laquelle il disait que bah, son assistante virtuelle lui faisait gagner énormément de temps. Et alors moi, ça a été un peu mon premier mentor dans le sens où ça a été l'un des premiers infopreneurs que j'ai suivis. Et du coup, automatiquement, quand il disait un truc, je me disais, bah, je vais tester. Et là, j'ai testé et puis ça a été bon. Trop Donc, bien. c'était vraiment une pure recommandation. Et puis, j'ai vite sauté le pas. Je me suis dit, bon, allez, je vais tester. Au pire des cas, pendant un mois, je dépense plus. Et si ça marche pas, ça marche pas. Mais en fait, ça a très bien marché. Très bien. Alors bien sûr, Et faut recruter la bonne personne, hein. Et puis, au-delà de la bonne personne, il faut recruter une personne avec qui on est aligné. Parce qu'une personne peut faut être que ça forte matche. dans une boîte et très nulle dans une autre boîte. Tout à fait. Tout à fait. Et justement, ben, on en vient à ça au recrutement. Comment tu as constitué, comment tu as développé ton équipe, et aussi quels sont les principaux éléments que tu vas regarder chez tes collaborateurs. Alors, C'est important pour toi. ouais, alors ça, je le dis tout le temps, mais il y en a, ils me prennent pour un fou pour ça. Mais moi, la première chose que je regarde, c'est pas du tout les compétences, mais vraiment pas. Les compétences, c'est vraiment presque le dernier critère. Moi, ce que je regarde, c'est à quel point la personne est motivée et à quel point la personne peut résister face à des situations négatives, le stress, bah, la peur, enfin voilà. Donc, en fait, pour moi, quand on a ces deux compétences,
le fait de résister face à certaines douleurs et le fait d'être très, très motivé et discipliné, mais en fait, pour moi, on peut très vite apprendre. En fait, on peut très vite apprendre. Et j'ai déjà travaillé avec des personnes qui étaient très fortes dans leur domaine, mais avec qui ça s'est mal passé, et des personnes qui, de base, étaient très nulles dans le domaine qu'elles voulaient me vendre. Mais vu que, humainement, c'était des personnes qui étaient très motivées, très disciplinées et qui pouvaient faire face à la difficulté, ouais, c'est mieux face à la difficulté plutôt que face à la douleur, même si c'est une forme de douleur. Bah en fait, ça s'est beaucoup mieux passé parce que, certes, les 3 premiers mois, les résultats sont peut-être moins bons, mais en fait, sur le long terme, c'est beaucoup plus bon. Alors que quelqu'un qui est très bon, mais peut-être moins engagé et comment dire, ouais, moins engagé, mais en fait, les 3 premiers mois, il va avoir le pic de dopamine, il va être hyper bon avec nous, mais par la suite, en fait, ça va peut-être un peu descendre. Et moi, comme j'ai dit, je travaille avec des indépendants. Je suis pas le père de mes salariés. Je suis pas là pour... Alors oui, je les motive, mais je suis pas là pour m'occuper d'eux comme si j'étais leur père. Je suis là parce qu'ils sont indépendants et ils ont des comptes à me rendre, ben, bien sûr, comme moi, je rends des comptes à mes clients, mais j'ai pas cette relation supérieure, inférieure Ouais, comme on c'est pourrait ça, avoir dans d'autres boîtes. subordonné comme Donc en fait, avec un ouais, employeur moi, je veux salarié. des personnes qui soient capables de s'autogérer. Je suis Yes. pas là à tout le temps devoir leur dire ah, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça. C'est on établit les règles, on établit les limites, on établit les habitudes. Et une fois qu'on a les habitudes, les règles et les limites à ne pas dépasser, les règles à respecter et les habitudes à effectuer quotidiennement, bah, en fait, la personne est capable de s'autogérer. Et bien sûr, bah, on fait des appels très souvent pour voir où chacun en est. Et même moi, où moi j'en suis. Moi, je sais que j'ai des personnes, des prestataires qui font des appels parce que je dois leur rendre des comptes sur des choses que j'ai faites. Et en D'accord. fait, ça me permet, vu que nous on n'a pas de boss, on n'a pas de supérieur, j'aime pas le mot, mais en tout cas, il y a quand même un principe de supériorité. Mais en fait, j'ai des personnes que je paye pour qu'elles soient supérieures à moi dans D'accord. certains domaines. Par Ouais. exemple, si je paye, je sais pas moi, quelqu'un qui est très bon sur YouTube, moi je suis nul en YouTube, ben, j'estime que cette personne doit être supérieure à moi dans le domaine YouTube. Et Voilà. c'est à elle que je dois rendre des comptes. Ouais, Et ouais. comme ça, en fait, ça permet de laisser l'ego de côté et d'avancer beaucoup plus vite. Carrément. Donc oui, ce que tu dis, c'est hyper important et ça revient souvent dans les personnes que j'interviewe aussi qui me disent, moi, ce que je vais regarder en premier, c'est ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire le Eh oui. savoir-être. Et les compétences, effectivement, comme tu l'as dit, ça se développe. C'est pas parce que la personne n'est pas parfaite et coche pas toutes les cases au niveau des attendus, des compétences techniques, que c'est pas, voilà, c'est peut-être mieux de l'embaucher, comme tu dis, enfin, l'embaucher, entre parenthèses, pas salariat, mais sur des compétences du savoir-être, parce que tu sais que ça va matcher aussi avec les valeurs, avec la culture de l'entreprise, et très vite, tu vas pouvoir la faire monter en compétences. Mais moi, par exemple, tu vois, il y a un mois, j'ai recruté un nouveau closer pour ma boîte. Et alors il avait déjà fait du closing, mais il était beaucoup plus débutant que plein de closers avec qui j'ai travaillé. Ouais. Il y en a plein qui ne l'auraient pas pris, mais moi, j'ai vu, c'était quelqu'un d'hyper motivé, d'hyper engagé, qui me fait des retours, qui ose me dire les choses. Ben, hier, il a fait la première vente dans ma boîte, enfin, pas la première vente, mais la première grosse vente à plus de 5 000 euros, alors qu'il y a un mois, il y en a plein qui auraient dit non, lui, il va vendre des petits produits ou encore, il va pas être capable. Mais moi, je sais qu'il en était capable. En fait, il n'en était pas capable au moment où je l'ai recruté, mais je savais qu'il allait en être capable. Et en moins d'un mois, il y a eu une transformation énorme. Carrément. Et est-ce que tu as, est-ce que tu as suivi des programmes, des masterminds justement pour t'accompagner dans cette posture, tu vois, que tu es en train d'aborder là, la posture de CEO, de chef d'entreprise, de manager, avec ce leadership que tu as? Est-ce que Ouais, tu as, suivi justement des programmes pour t'accompagner, pour avoir les ouais, bons ouais. réflexes, justement? Ouais, j'ai beaucoup investi en moi. Alors moi, en 2023, je sais que j'ai investi une grosse, grosse, grosse partie de bénéfices dans ma formation personnelle. Euh, il y a des mois où, ouais, bah, il y a des... Je sais pas si tu veux que je cite certains mastermind ou quoi, mais je sais qu'alors j'ai été pendant quelques mois dans le mastermind entreprendre.me. Alors moi, je reste jamais très longtemps dans un mastermind. J'aime bien changer. C'est pas parce que j'aime pas, c'est juste que j'aime bien changer, découvrir. Donc entreprendre.me qui m'a beaucoup apporté sur le côté
leadership dans une boîte. Pas vraiment le côté business pur, mais vraiment leadership. Après, ouais, pas mal de formations que j'ai suivies. Après, je me forme continuellement, même au-delà de la posture CEO, je me forme continuellement dans plein de choses. Là, par exemple, je me forme auprès d'Olivier Clovis, qui est un expert en tunnel de vente low ticket. Et en fait, j'ai acheté sa formation, je me forme et je sais que ça va devenir un de mes coachs par la suite. Et en fait, pour moi, alors ça, je le dis souvent, hein, c'est que moi, en tant que coach, parce que je vends de la formation et des coachs, j'estime qu'un bon coach, lui-même, il se fait coacher de tous les côtés. Parce que s'il n'ose pas investir dans du coaching, c'est qu'il ne croit pas en la puissance d'un bon coach et donc ça se ressentira auprès de ses clients. Et moi, je sais que je me forme beaucoup, que ce soit des masterminds, des événements, des formations en ligne, des livres. Les livres, j'avais plus du mal, mais là, depuis Lise Bourbeau, elle m'a bien motivé à beaucoup lire parce que c'est des livres qui sont beaucoup plus petits, qui se lisent rapidement. Mais ouais. De manière générale, je conseille quand même de beaucoup se former. Je sais pas si je réponds bien à ta question. Ouais, ouais, non, c'est parfait. C'est parfait. Et non, mais je te rejoins là-dessus. Effectivement, se faire Ah oui, et accompagner pardon. soi-même, c'est Euh, hyper important. Vas-y. Désolé, j'ai oublié un truc hyper important. Mais au début, on n'a pas l'argent à investir plusieurs milliers d'euros dans des Oui. masterminds, dans des séminaires. Donc moi, ce que je faisais et ce que je fais encore avec des amis, c'est que des fois, on se retrouve un week-end, on se prend Airbnb, on se fait notre propre mastermind. Ah, trop Et bien. je le faisais surtout avant. Avant, je faisais, mais là, je le fais encore. Là, par exemple, j'ai un ancien client de mon agence qui vient la semaine prochaine à Montpellier. On se prend Airbnb pendant 2 jours et on va se faire un mastermind sur la création de contenu. On va se filmer, on va s'aider, on va s'apporter des conseils. Parce que je sais que lui, il est plus fort que moi sur la partie Instagram et vidéo, donc il va m'aider. Ça, c'est un mastermind qui vaut le prix d'un Airbnb. Et on pourrait même le faire chez nous. Enfin, tu vois, il y a pas de Ouais. problème. Donc, en fait, se former, même si il faut investir en soi, mais au tout début, tout début, tout début, quand on n'a vraiment pas l'argent à investir dans des gros masterminds, on peut se créer Oui, nos propres mouvements, en fait, hein. absolument. Et merci de partager ce tips, hein, effectivement, de profiter de la synergie et Et des oui, compétences des uns et des autres pour se faire finalement son propre mastermind. Donc, c'est très intéressant comme approche. ouais, Et, clairement. donc, pour en revenir à ton équipe aujourd'hui, ton équipe, elle est composée de qui, de quelles compétences, de quel profil? Alors, mon équipe, elle est composée déjà d'un bras droit qui m'accompagne vraiment sur toute la partie structure de mon business, c'est-à-dire les process, recrutement des équipes, création des fiches de poste, enfin vraiment toute cette partie. Il me décharge de cette partie. Moi, je m'occupe, en fait, lui, il s'occupe du back-end de ma boîte. Moi, je m'occupe du front-end. En règle générale, bien sûr, on travaille beaucoup ensemble sur les deux parties, mais en tout cas, en règle générale, c'est nos deux postes bien différents. Et après, si on descend dans la structure, en tout cas pas dans la hiérarchie, mais dans la structure de la boîte, il y a toute une partie agence et formation. Dans la partie formation, j'ai des coachs, encore une fois, c'est des indépendants. J'ai des coachs qui vont permettre aux membres de ma formation d'être coachés continuellement, en plus de moi, parce que moi-même, je suis le propre coach dans la formation. Ensuite, en plus des coachs, j'ai des intervenants qui créent des vidéos, qui tournent des vidéos pour la formation. Ça va être des personnes beaucoup plus ponctuelles. Ça va être à différents moments. Là où les coachs, c'est régulier. Donc voilà, j'ai une équipe qui est ponctuelle et j'ai une équipe qui est là régulièrement. Et après, donc là, Linkleads, on va dire, c'est une équipe qui est plus petite, ça demande vraiment une petite équipe. Par contre, sur la partie Prinkster, alors oui, sur la partie Linkleads, bah, j'ai enfin, la personne qui rédige les mails, j'ai les closers aussi. J'ai un graphiste qui s'occupe de créer toute la partie webinaire, les slides, tout ça. Et j'ai une virtual assistant, mais qui gère les deux, Prinkster et Linkleads. Et à côté, j'ai Prinkster, dans lequel j'ai des setters pour nos clients, j'ai des ghostwriters, pardon, un graphiste qui s'occupe d'optimiser tous les profils, et j'ai quelqu'un qui s'occupe de faire la validation des clients et les reporting. Donc ça, de base, j'avais quelqu'un qui était vraiment chargé de faire ça.
Mais de plus en plus, en fait, on a automatisé cet aspect qui est vraiment un côté qui peut s'automatiser avec quelques outils. Donc, en fait, et là, encore une fois, j'ai une autre vision, c'est que dès qu'un un métier est automatisable, je l'automatise parce que j'estime qu'un métier qui est automatisable, c'est un métier qui est plus intéressant pour la personne. Par contre, la personne, je garde cette personne pour quelque chose de plus intéressant et qui sera beaucoup plus, on va dire, enrichissant pour cette personne. Parce que quand on fait quelque chose qui est répétitif toute la journée, alors qu'une IA pourrait le faire, bah, en fait, autant l'automatiser et mettre cette personne sur un domaine sur lequel elle pourra apporter plus de valeur ajoutée C'est et ça. plus de croissance à la boîte. En parlant d'automatisation, c'est toi-même qui fais tes propres automatisations dans tes boîtes? Ah ouais, ça pour le coup, ouais. Alors moi, comme j'ai dit, je suis ingénieur de base et moi, je kiffe. Alors même si il y en a plein qui diraient non, Léo, faut déléguer ça. Moi, je kiffe me poser pendant 5 heures un samedi matin et aller créer des automatisations, essayer de faire plein de process. Ça, c'est vraiment un aspect que j'adore et que je pense j'aurais du mal à déléguer parce que ça m'anime beaucoup de faire Oui, ça. je kiffe ça. Et même d'ailleurs la partie visuelle. J'adore le faire, même si j'ai un graphiste sur des clients. Mais moi, toute ma partie branding personnel, donc visuel, les carousels, tout ce que tu vois, mes bannières et tout, à 90% du temps, c'est moi qui le fais. Ah Parce que je d'accord, kiffe. je savais pas. En fait, c'est des choses que j'adore faire. Donc, alors bien sûr, quand ça demande des gros, beaucoup de temps, je le délègue. Mais tous les trucs un peu plus rapides, je le fais parce que ça me plaît. Et d'ailleurs, j'ai pas une énorme équipe, hein. J'ai une équipe composée de 10 personnes qui est largement suffisante. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, on était 17. Et en fait, j'étais un peu, tu sais, le jeune entrepreneur qui veut prendre des bureaux, qui veut vite recruter par ego. Là, je voulais vite avoir une grosse équipe pour avoir une grosse équipe. Et en fait, je suis vite redescendu sur Terre. Je me suis dit, non, mais ça sert à rien d'aller plus vite que notre croissance. J'y vais à notre rythme. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils qui nous permettent d'avancer et de faire beaucoup plus de travail seul avec l'IA, avec les automatisations, plutôt qu'avant. Avant, là, ce qu'on fait à 10, il y a 10 ans, il aurait fallu être 30 pour le faire. C'est ça, carrément. Mais aujourd'hui, il n'y Est-ce a plus que... forcément besoin. Et Ouais. d'ailleurs, ma vision, c'est de créer la boîte. Enfin, une des visions, c'est de créer la boîte qui fait le plus gros chiffre avec le moins de personnes dedans. Donc, du coup, le plus de bénéfices. Parce que ça, je ne cache jamais. Et même à mes clients, je leur dis, moi, mon but, c'est d'avoir les plus gros bénéfices. Donc, apporter tellement de valeur à mes clients qui vont me payer assez cher et avoir tellement automatisé derrière que ça va nous demander le moins d'efforts possible. Yes, trop bien. Il y Et en a en plein qui n'oseraient parlant... pas dire ça, hein. Mais moi, je sais Oui, qu'à nos clients, je leur dis, nous, vraiment, on sait qu'on va apporter tellement de valeur à ta boîte, on va apporter tellement de croissance que tu vas pouvoir nous payer ce prix-là. Et en plus, quand il y a les résultats, bah, du coup, ils sont contents, ils le voient, ils voient le résultat, le retour sur investissement. Mais derrière, faut pas se mentir, hein. Maintenant, il y a l'IA, il y a plein de choses qu'on fait plus nous-mêmes, hein. Que ce soit des scripts vidéo, des mails, il y a plein de choses, franchement, on le fait plus. ouais, ouais, carrément. Non, c'est vrai que le potentiel de développement grâce à l'IA et les automatisations, il est énorme. Eh ben oui. Et en parlant d'automatisation, est-ce que tu veux nous partager un peu quelles sont les principales automatisations que tu as pu mettre en place dans ta boîte? Ouais, alors l'automatisation qui m'a sauvé, parce que moi je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup sur la comptabilité, même si j'ai une VA, il y a des choses que je dois faire moi-même. Euh, L'automatisation qui me sauve, on va dire, 2 heures par semaine, c'est dès que je reçois une facture par mail, en fait, ça détecte le mot facture et le PDF en pièce jointe et ça l'ajoute dans le Google Drive du mois en cours, par exemple novembre 2024. Ensuite, mon comptable a juste à aller piocher dans ce Google Drive et l'ajouter dans notre logiciel de facturation. On pourrait même automatiser cette partie, mais pour Oui, l'instant, il m'a pas trop engueulé sur ça, donc j'ai pas fait cette automatisation. Ensuite, une autre automatisation que j'ai faite qui m'aide pas mal, c'est quoi? C'est la création de mon calendrier éditorial. En fait, j'ai créé un process qui me permet, à partir d'idées, je les envoie dans un formulaire, ça va établir mon calendrier éditorial sur les prochains jours. Et en fait, ça me donne plein d'idées de posts en fonction de mon brief. Donc ça, c'est juste un formulaire que je me suis créé.
Ensuite, je me fais mes projections financières avec des automatisations, c'est-à-dire que j'ai un Google Sheet avec toutes les formules qu'il faut faire dans une projection. J'envoie mes prédictions dans un formulaire par rapport à notre situation actuelle et ça va faire toute la projection sur les 6 prochains mois qui, en règle générale, sont pas forcément respectés parce que ça bouge beaucoup, hein. Une projection, c'est juste un guide, mais soit on va faire plus ou des fois moins. Mais en tout cas, ça nous sert de guide. Et après, ça va être des plus petites automatisations. Par exemple, dans ma formation, je sais que j'ai un planning pour les membres de mon programme d'accompagnement. En fait, avant, je le faisais à la main. J'allais sur Canva, je faisais le planning à la main. Maintenant, en fait, il se fait automatiquement. Je mets juste les 2 sujets de la semaine et ça crée un planning automatiquement et ça l'envoie aux membres. D'accord. Après, franchement, j'ai même plein de macro-automatisations. J'appelle ça des macros. C'est des automatisations qui ne se voient pas à premier abord. Mais par exemple, quand, je ne sais pas, moi, j'ai quelqu'un qui s'inscrit à ma newsletter, ben, au bout d'un mois, je détecte que ça fait un mois qu'il est là, ben, qu'il faudrait peut-être le contacter personnellement parce que c'est quelqu'un qui commence à être un prospect chaud, parce qu'il reçoit pas mal de valeur. Donc ça s'ajoute dans un Google Sheet et j'ai une liste qui met toutes les personnes à recontacter. Donc ça, c'est plutôt des macro-automatisations. C'est des petites automatisations qui ne se voient pas, mais qui font gagner beaucoup de temps. Carrément. Ouais, trop bien. Et on voit le côté ingénieur aussi qui ressort. Ça aide beaucoup. Ah, moi, Et j'adore, hein. ouais, Franchement, j'adore. Et moi, je pense que pour vraiment me... En fait, le soir, moi, quand je vais me coucher et que je me sens bien, c'est quand j'ai créé quelque chose. Cet esprit créateur. Parce qu'il y en a, en fait, ils ont besoin... Alors, il y a différentes personnalités d'entrepreneurs. Tu as les architectes. Je connais pas toutes les, je me rappelle plus, mais il y a différentes personnalités. Tu as les leaders, tu as ceux qui vont guider. Par exemple, un Steve Jobs, c'est quelqu'un qui sait guider. Un Elon Musk, c'est quelqu'un qui aime créer. Et moi, je sais que je suis plutôt dans cet esprit de créer. Alors, même si je guide, bien sûr, la boîte, mais j'aime créer, j'ai besoin de créer pour m'épanouir, j'ai besoin d'apprendre, de créer, de faire des choses, en tout cas. Je pourrais pas justement être là, enfin, seulement prendre des décisions. Si ouais. j'étais juste là pour prendre des décisions, ça ne me suffirait pas pour m'épanouir. J'ai besoin de créer quelque chose. C'est pour ça que je crée encore mes posts LinkedIn. Il y en a plein qui l'auraient délégué. Moi, je les crée moi-même parce que j'ai ce besoin de créer des choses. Ouais, aussi, t'aimes ça. Donc, du Ouais. coup, tu le gardes pour toi. Ouais. D'où construire ma propre maison. C'est ça, c'est ça. Et tout ce qui est les systèmes et les process de ton entreprise, du coup, c'est toi qui les as créés, qui les as rédigés, et comment tu les partages Ouais. aussi Alors, avec les membres de ton équipe. en fait, je crée, je rédige ceux que moi, je suis capable de faire, mais il y a aussi mon bras droit qui en fait pas mal, qui lui Ouais, fait tous les process sur la partie commerciale, la partie recrutement. Mais en fait, c'est simple, on a un Google Drive. J'ai un Google Drive qui est séparé en différentes parties. Alors, je vais l'ouvrir comme ça, je vais te dire en temps réel exactement ce que j'ai mis dedans. Hop, j'ouvre directement, ça va être rapide. En fait, j'ai séparé ma boîte en plusieurs pôles. ouais, Et pour pas dire n'importe quoi, je vais quand même ouvrir parce qu'il y en a que c'est pas moi qui gère. Alors déjà, j'ai le service client. Ça, c'est un pôle, c'est le pôle service client. Gérer, c'est pas moi, une question d'un client, gérer une insatisfaction client, gérer un témoignage client, c'est dans la partie service client. Ensuite, j'ai le pôle sales. C'est toute la partie vente, closing, setting, tout ça. J'ai le pôle product et j'ai le pôle marketing. Et après, j'ai un sous-pôle, c'est le pôle services généraux, tout ce qui est comptabilité, dépenses et tout ça. Et en fait, dans chacun des pôles de ma boîte, on a un dossier qui s'appelle Process, dans lequel on a rédigé tous les process sur des simples Google Docs ou des Google Sheets. Et en fait, avant, je me compliquais beaucoup la vie. J'allais sur plein de logiciels, j'allais sur Notion, j'allais sur ClickUp et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que faire le plus simple possible, ça nous permet de nous concentrer sur le 80-20. Je pense que tu connais la loi de Pareto, nous concentrer sur le 80-20, c'est-à-dire que la technique, même si j'aime la technique, hein, la technique, on la délègue à des outils simples, et par contre, on se concentre sur le fond, sur qu'est-ce qu'on va apporter. c'est ça. Avant, moi, j'étais le premier à vouloir utiliser plein d'outils, des Notion, des Trello, des ClickUp, tout ça. Et en fait, maintenant, je suis sur un système très simple. Et moi, en fait, alors ça, c'est mon associé pour le coup, enfin mon futur associé qui m'a beaucoup aidé à voir le business comme ça. C'est que
un business, enfin, pour moi, le meilleur des business, c'est le business simple, Simple, rapide et efficace. Quand carrément. tu as un système simple, euh, que tu as un système d'acquisition simple, un système de satisfaction client simple, un système de... Enfin, tout, quand tout est simple, ben, automatiquement, tu te concentres sur la vraie chose de ton business, c'est-à-dire de faire de l'acquisition et d'apporter des résultats à tes clients. Ouais, top. Et donc, du coup, pour organiser ces process avec tes équipes, tu donnes donc l'accès à ton Google Drive qu'à ceux qui sont finalement concernés par ces process-là. Par exemple, Ouais, si on prend l'exemple des sales, ils vont avoir accès que au dossier sales avec ouais. les procédures associées. Voilà, en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'en le divisant en plusieurs pôles, bah, en fait, je peux donner l'accès bah, qu'à mes setters et closers au dossier sales. Et en plus de ça, j'ai des sous-dossiers setting, closing, qui me permet de donner l'accès que au setting et au closing en fonction. Mais en général, je leur donne quand même l'accès à tout parce que les setters sont en synergie quand même avec les closers. Ouais. Mais j'ai vraiment séparé ça pour que chaque personne se concentre sur sa zone de génie. Et pareil pour les conversations WhatsApp, parce qu'on utilise WhatsApp pour communiquer. Avant, on utilisait Slack, mais j'ai arrêté. Maintenant, on utilise 100% WhatsApp. Arrêtez En fait, Slack si c'est pas indiscret. j'ai arrêté Slack parce que, alors, j'adore le logiciel, mais c'est moins naturel. En fait, les gens, en général, sont moins rapides sur Slack que Ah sur oui, WhatsApp. Et le fait d'être sur WhatsApp, tout le monde l'utilise. Enfin, allez, 99% des gens l'utilisent. Tout le monde est réactif dessus. C'est comme les SMS, on est réactif. Que ouais. si on allait utiliser Discord ou Slack, en fait, c'est moins naturel. Il faut prendre l'habitude de l'ouvrir. Oui, 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 Donc, complètement. et en plus, WhatsApp maintenant a créé un système communautaire, c'est-à-dire qu'on peut créer des groupes qui contiennent plusieurs groupes. Donc en fait, tout comme mes polls, j'ai créé la conversation WhatsApp Sales, la conversation WhatsApp Product, enfin vraiment différentes conversations Avec WhatsApp. ton WhatsApp, avec un WhatsApp business. Ouais, WhatsApp Business, ouais. De toute façon, Ok. même pour ma vie perso, j'utilise WhatsApp Business. J'ai que un WhatsApp. D'accord, ok, super. Et comment tu gères les projets de ton entreprise avec les membres de ton équipe? Alors, les projets de l'entreprise, j'ai géré. Alors, pour le coup, on utilise Trello parce que c'est vrai Ouais. que sur Google Drive, c'est difficile de gérer des projets. On utilise Trello, mais là, on est en train de changer justement dans le but de tout centraliser. En fait, moi, j'utilise le CRM Zoho, Zoho. Et en fait, dans ce CRM, il y a tout un système de projet. Donc, en fait, là, ce que je vais te dire, ça va changer dans les prochains jours. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est que tout simplement, on a des objectifs à l'année qu'on décompose en objectifs 3 mois et 1 mois. Ça, c'est connu, hein. Ouais. 1 an, 3 mois, 1 mois. Alors, il y en a, ils font 1 an, 6 mois, 3 mois, un mois. Moi, je fais 1 an, 3 mois, 1 mois. Et en fait, les 1 mois, on va les décomposer en... Enfin, les 3 mois, on les décompose en projets et les 1 mois, on les décompose en tâches. Et en Mhm. fait, dans le Trello, j'assigne, encore une fois, en fonction des pôles, j'assigne des tâches. Par exemple, je ne sais pas, moi, améliorer de 5% le taux de délivrabilité des mails. Ben, je vais le mettre à mon copywriter email. Ça, c'est une tâche qui va appartenir au projet, par exemple, je ne sais pas, moi, euh, augmenter de X% le chiffre d'affaires venant de notre newsletter. Ben, pour Yes. faire ça, il faut augmenter le taux de délivrabilité. Donc, en fait, c'est une tâche. D'accord. Donc, tu Et passes par après, Trello. c'est très simple. Encore une fois, mon système est très simple. C'est un Trello qui contient différentes colonnes avec le 1 an, 3 mois, 1 mois. Donc, 1 an, ça va être des objectifs euh, moyen terme. C'est pas du long terme maintenant pour moi, c'est moyen terme. 3 mois projet, 1 mois tâche. Voilà. Yes. Trop bien. Trop bien. Et donc, ouais, avec Trello, tu as la possibilité d'assigner des tâches et de mettre des deadlines aussi. Ouais. Et pour donner un exemple plus concret, alors, l'objectif, ce serait par exemple faire 100 000 euros de vente grâce à la newsletter sur l'année. Ensuite, le projet, enfin l'un des projets, ce serait augmenter de X% le taux de conversion sur la newsletter. Et une des tâches associées, ce serait du coup augmenter le taux de délivrabilité. Voilà, au moins c'est un peu plus clair. Yes. Très bel exemple. Trop bien. Et est-ce qu'il y a des KPI que tu aimes bien que tu aimes bien suivre, si tu devais citer peut-être trois, voire cinq KPI
Ah ouais, Différent. moi j'ai une habitude euh, que j'adore faire en fait. Je me suis créé un dashboard que j'ai appelé le Founder Dashboard. Et en fait, tous les dimanches matin, bon, il n'y a pas une heure spécifique, mais tous les dimanches matin, je vais dessus et je traque différentes KPI. Alors si tu veux, je vais t'en citer quelques-unes. Et c'est semaine par semaine. Et ça me permet ensuite d'effectuer des métriques, de savoir où on en est par rapport à nos OKR et tout ça. Ouais, Donc, déjà, il y a les KPI de croissance. Les KPI de croissance, ça va être le CA signé, le CA collecté et le CA moyen par closer. ouais, Ensuite, il y a les KPI sur la partie sales, vente. Il y a déjà le nombre de nouveaux leads et d'inscrits dans la semaine, combien on a attiré de personnes avec la newsletter, avec la VSL et tout ça au total. Ensuite, il y a le nombre de rendez-vous bookés. Ensuite, le nombre de rendez-vous réalisés. Ensuite, le nombre de R2 placés. Ensuite, le nombre de rendez-vous closés. Et ensuite, le nombre de no-show. Euh, et du coup, on a le nombre de rendez-vous non closés aussi. Et ensuite, j'ai le marketing. Donc, j'ai le nombre de posts publiés sur LinkedIn, le nombre d'impressions sur LinkedIn, nombre de likes, commentaires, partages sur LinkedIn, nouveaux abonnés sur LinkedIn, inscrits LinkedIn à la VSL, rendez-vous bookés venant de LinkedIn, mail envoyé, le nombre de mails envoyés sur la newsletter, le taux d'ouverture moyen de la newsletter, le taux de clic moyen sur la newsletter, le nombre d'inscrits sur la newsletter et les rendez-vous bookés sur la newsletter. Donc, en fait, tous les dimanches, je traque tous ces chiffres, je les note. C'est assez rapide, hein. Au début, c'est chiant, mais à force, c'est rapide. Et au moins, ça me permet vraiment d'avoir un suivi hebdomadaire de ma boîte et de pouvoir bien piloter. Et après, il y en a un autre qui est important pour moi. C'est sur le pôle service client. C'est le taux de satisfaction moyen sur 10 de mes clients. Et en fait, chaque semaine, je vais sonder quelques clients anonymement, ça c'est important parce qu'un client n'osera pas forcément toujours nous dire ouais Léo, j'ai pas aimé la prestation que tu m'as faite. Alors que si je lui envoie anonymement et que sa réponse est anonyme, il va oser dire ce qui ne va pas. Et en fait, j'envoie un formulaire anonyme à une liste de certains clients. D'ailleurs, je l'ai envoyé à notre cliente il y a 2 semaines. Et en fait, je me fais une moyenne sur 10 de la satisfaction de nos clients. trop bien. Donc, ça permet de suivre aussi ce KPI qui, pour moi, est hyper important. Et pour info, celui de la semaine dernière était à 9,5 sur 10. Ah Donc, oui, qui était pas mal. Alors, c'était 9,5 sur 10 sur 27 réponses. Donc, d'accord. ça va, c'était plutôt pas mal. Pour un formulaire anonyme, c'est pas mal. Après, je sais très bien que s'il n'était pas anonyme, il y aurait 10 sur 10 parce que les clients, en général, ils veulent faire plaisir. C'est pas, moi, j'ai appris un truc, c'est que c'est pas parce qu'un client nous dit oui, Léo, j'ai adoré ta prestation qu'il n'y a pas des trucs qu'il n'a pas adoré. En général, quand on lui pose la question de manière anonyme, il va nous dire, ouais, j'ai aimé, mais il y a ça que j'aurais aimé changer. Les gens, souvent, ils n'osent pas forcément dire, et c'est pour ça que, pour moi, les vrais témoignages, c'est les témoignages anonymes. D'accord. Ok, c'est bon à savoir parce que c'est vrai qu'on n'est pas pensé à ça, ou témoignage anonyme. Donc, ouais, ouais. Mais je comprends ton point de vue, ton approche là-dessus. C'est super intéressant. Et donc, toi, en fait, ton dashboard avec tous tes KPI, c'est toi qui fais la remontée des informations sur ton dashboard de Ouais, manière manuelle. C'est ouais, en toi-même qui fait, le fais ou c'est quelqu'un de ton équipe? non, c'est moi. Ça, c'est important pour moi. Alors, je pourrais même l'automatiser hein, avec LinkedIn, Oui. aller créer un Zapier et tout. Mais en fait, pourquoi je le fais à la main et pourquoi je le fais moi? Parce que pour moi, piloter mon entreprise, ça demande de la réflexion et ça demande que moi-même, je m'intéresse à ce sujet. Si moi-même, je ne suis pas capable de m'intéresser à ce sujet et que je dois les déléguer, c'est qu'il y a un problème de fond dans mon business. Je dois vraiment me concentrer sur ça. Ça me prend 15 à 20 minutes par semaine. Avant, ça me prenait plus 1 heure parce que le temps d'aller tout chercher, c'est long. Mais voilà, c'est vraiment un temps que je dois prendre qui est bénéfique pour mon entreprise et que je n'automatiserai pas, même si je peux techniquement, parce qu'au moins, le fait de ne pas l'automatiser, ça me force à me pencher sur chaque chiffre et de comprendre les chiffres. Alors que si c'était automatisé, ben, je me dirais, bon, voilà, ça a été fait, hop, on passe à la semaine suivante. Ouais, Et si je le déléguais, c'est pareil. Je me dirais, bon, ça a été fait, merci, j'ai payé pour ça, on passe à la semaine suivante. d'accord. Donc Ok. là, il y a une vraie analyse. Oui, oui, complètement. Mais c'est vrai que je te pose la question parce que ça prend du temps quand même de faire remonter toutes ces données-là. Ah oui, Donc, oui, oui, ça prend du temps, mais c'est un temps qui pour moi est ultra bénéfique, vraiment.
Parce que ça permet toi-même derrière, après, d'ajuster et de piloter, et de voir Ouais, les et puis de ajustements qu'il y a gérer à les faire. différents pôles. Par exemple, de dire, sur un newsletter, cette semaine, on a eu 5% de moins de taux de délivrabilité ou de taux d'ouverture. En fait, je peux très vite agir sur toutes les Oui, problèmes, toutes les problématiques. Il y en a plein, ils vont se rendre compte des problématiques au bout de 2, 3 mois. Moi, en fait, semaine par semaine, je sais quand un chiffre est en décroissance. Alors, bien sûr, c'est pas parce un chiffre est en décroissance qu'on est en décroissance. Parce que quand je fais un webinaire, je vais avoir beaucoup plus de leads que quand je fais pas de webinaire. Mais de manière générale, ça permet de suivre quand même les chiffres sur le long terme. trop bien. Et Et est-ce que d'ailleurs, tu... Hmm. dashboard, je ne l'ai pas inventé, je l'ai récupéré d'un créateur de contenu anglophone qui est un CEO qui a créé plus de 6 boîtes à plusieurs millions, qui a créé une agence et il s'appelle Ryan Drace. D'accord. Si tu veux, je te donnerai le nom, tu pourras le mettre en dessous. C'est Ryan Drace. Ouais, Ryan Drace, donc R-Y-A-N-D-R-E-I-2-S. D-E-I-2-S. Donc Ryan Dace. Et en fait, lui, il est très très bon pour les personnes qui veulent apprendre à piloter leur business. Je pense que c'est quelqu'un d'hyper bon. Trop bien. Bah, écoute, merci pour l'info. De rien. Super. Et on arrive à la fin de ce podcast, Léo. Est-ce que tu peux déjà nous partager quand même comment tu t'organises toi en tant qu'entrepreneur? À quoi ressemble ta semaine type? Est-ce qu'il y a des jours spécifiques où tu vas te dire, OK, ce jour-là, je vais faire que ça? Comment tu t'organises en général? Ouais, alors, ma journée type, alors d'ailleurs, je vais faire euh, un vlog là de la semaine prochaine, une journée dans ma vie d'entrepreneur. Donc, ça va être un teasing au moins. Mais, alors, par contre, je sais même pas quand il sortira le podcast, mais en tout cas, à l'heure où je dis ça, ce sera la semaine prochaine que je vais le tourner. Euh, alors, moi, ma journée, c'est simple. Je me lève à 7 heures, donc je me lève pas forcément hyper tôt. Avant, je me levais très tôt, je me levais à 4 heures du matin tous les matins. Mais bon, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que le sommeil, c'est plus important. Donc, je me lève à 7 heures. À 7h30, je vais dans un café à côté de chez moi et je lis de 7h30 à 8 heures pendant une demi-heure. Je lis vraiment. Ça me permet de bien commencer la journée de manière sereine, pas avec les réseaux sociaux ou tout ça. Moi, j'ai remarqué que quand je commence ma journée à voir les réseaux sociaux, ça m'apporte un stress qui est faux, mais c'est un faux stress, mais ça m'apporte un stress. Et donc, la lecture, c'est bien. Ensuite, toute la matinée, donc de 9 heures à midi, je vais faire, ouais, enfin, ça dépend, de 8 heures à midi ou de 9 heures à midi, en fonction de si j'ai un call ou quoi, parce que je fais quand même pas mal de calls des fois en tout début de journée. Je vais faire des tâches de fond. Donc, par exemple, créer le copywriting d'une nouvelle page de vente, aller, je sais pas moi, essayer de voir comment améliorer un taux d'ouverture ou créer du contenu. Donc, c'est toutes les tâches de fond le matin où je suis vraiment en deep work. Ensuite, de midi à 13 heures, je prends le temps pour manger. Alors, ça, par contre, aussi, ça peut paraître fou, mais il y a encore un mois, il y a des midis, je prenais vraiment moins d'une minute pour manger. C'est vraiment, j'allais dans mon frigo, j'avais le repas de la veille qui était prêt, je mangeais rapidement et hop, j'allais sur mon ordi. Mais vraiment, quand je dis, il y en a des fois, ils ne me croient pas, mais des fois, je mettais 30 secondes à manger. Et c'est Ah vrai. ouais. Donc là, je prends plus mon temps. Je me prends une heure, en plus, je lis, je bois un café. Enfin, vraiment, je prends mon temps, c'est du temps que je me prends pour moi. Et ensuite, l'après-midi, je fais soit des calls, des tournages, des workshops avec mon équipe. Là, par exemple, à 13 heures aujourd'hui, j'ai un workshop avec l'un de mes closers pour qu'on voit un peu quelles ont été les objections des prospects qu'on n'a pas closés, comment on pourrait améliorer ça. Enfin voilà, le but, c'est vraiment de connaître tout ça. J'ai des points avec les clients, je gère sur LinkedIn ma communauté. Enfin, ça va être on va dire le matin, c'est plus organisé et des tâches de fond. L'après-midi, c'est plus en fonction des opportunités, des clients et tout ça. C'est un peu plus, on va dire, c'est moins processisé l'après-midi. Ok. Mais après, voilà, mon organisation est simple, hein. Matin, tâches de fond. Après-midi, tâches qui demandent un peu moins de concentration. Ouais. Ouais. Et après, je sais que j'arrive à couper en général tous les jours à 18 heures. Voilà,
je commence à 8 heures, je termine à 18 heures. Là où avant, je commençais à 4 heures et je terminais à 21 heures. Là, je prends beaucoup plus de temps pour moi, pour aller faire du sport, pour sortir me promener, pour aller voir des amis, vraiment pour me former sur des sujets, pour lire. Je prends beaucoup plus de temps. Là où avant, Tu le prenais pas. temps perso Ouais, n'existait pas, non. d'accord. Bon, bah super. Écoute, je te laisse le mot de la fin, Léo. Quel est le conseil, peut-être, s'il y en avait un seul à retenir, que tu donnerais aux entrepreneurs qui aspirent à faire évoluer, à faire croître leur entreprise? Alors, si j'avais un conseil principal à donner, déjà, c'est de... ça peut paraître bateau, mais on ne le fait pas souvent. C'est de déjà s'écouter soi-même, s'écouter son intuition quand on veut faire quelque chose. Par exemple, moi, si j'avais écouté mon entourage, aujourd'hui, j'en serais pas là. Et pourtant, mon entourage mon entourage m'apprécie, enfin, il n'y a pas de souci. Mais en général, les gens autour de nous veulent notre bien. Donc, quand on se lance dans des projets, en général, ils ont peur pour nous. Donc, ils renvoient leur propre peur à l'autre personne. Donc, du coup, ça nous fait peur et on ne se lance pas. Donc, déjà, malheureusement, il ne faut pas écouter les personnes qui nous aiment. Ça, c'est le point numéro un. Et surtout aussi, comme je l'ai dit, le vrai feedback de quelqu'un, pour avoir un vrai feedback de quelqu'un pour se lancer, ça, c'est obtenir le feedback de quelqu'un qui nous aime pas. Alors, c'est peut-être dur dit comme ça, mais alors, quand je dis quelqu'un qui nous aime pas, c'est pas quelqu'un qui nous déteste, hein, mais c'est quelqu'un qui a aucun intérêt envers nous, qui s'en fout complètement de nous et qui, voilà, n'a aucune, qui nous apprécie pas forcément, pas plus que ça. Et obtenir des feedbacks de ces personnes-là, ça nous permet d'obtenir le vrai feedback de fond parce que ces personnes vont oser nous dire non, là, ce que tu fais, Léo, c'est nul. Alors que les personnes qui nous aiment, en général, elles vont dire ouais, c'est bien, mais tu devrais pas te lancer, c'est difficile. Non, en général, faut du feedback de cette manière. Et c'est pour ça que je récolte beaucoup de témoignages anonymes et même à mon équipe, pour te dire, j'envoie un formulaire anonyme pour leur dire qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas dans la boîte. Comme ça, ils n'ont pas à me le dire s'il y a des choses qu'ils n'osent pas me dire. Et ce Mais formulaire-là, tu l'envoies tous les combien? Tu l'envoies une tous les fois? mois, en général, une fois par mois, je vais envoyer, je vais leur dire, ben voilà, là, c'est le moment de me dire tout ce que vous osez pas me dire. C'est anonyme, il n'y a pas besoin de mettre son nom, dites-le. Et au moins, après, on travaille sur ça en collectif. On dit, bon, voilà, il y a ce problème, il y a ce problème, il y a ce problème, on va y travailler. Mais en règle générale, j'en ai de moins en moins besoin parce que c'est vrai que j'ai quand même habitué chaque personne dans mon équipe à dire ce qu'il pense. Mais c'est vrai que des fois, il y en a, ils vont moins oser le dire. Donc, c'est toujours bien. Et ça, vraiment, c'est un vrai hack dans le business, c'est d'obtenir du feedback anonyme, hein. C'est incroyable comme ça fait avancer un business. Trop bien. Ben, Donc merci voilà. beaucoup pour ce tips parce que c'est vrai que ça, on n'y pense pas forcément. Ouais. Ouais. Et Je même, t'avoue, je sais même plus comment j'ai eu l'idée. En fait, si, j'ai eu cette idée parce que moi-même, des fois, il y a des gens qui me demandaient mon feedback et c'est vrai que je n'osais pas tout leur dire. Et je me suis dit, mais si je suis comme ça, les autres aussi sont comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens sont vraiment, enfin, on est tous comme ça. On a un côté, on est des animaux bienveillant. sociaux. En fait, on Ouais, est des animaux sociaux. On veut plaire aux autres. Donc, pour pas trop froisser les autres, on va pas tout leur dire. Même si c'est pas forcément bien. C'est bien d'être honnête, mais des fois, c'est difficile d'être très honnête. Et donc, c'est vrai que récupérer du témoignage anonyme, ça nous permet vraiment d'avancer dans la vie. Par contre, ça demande à être très ouvert à recevoir de la critique. Parce que exactement. des fois, on va recevoir des critiques euh, et il faut s'attendre à recevoir des critiques qui, des fois, peuvent blesser. Mais en fait, c'est bon parce que ça va nous permettre d'avancer. Tout à fait. Yes. Ben écoute, merci pour tout. Merci pour tout, Léo. Si les gens veulent venir te parler, te suivre, c'est quoi le meilleur moyen? Bah, LinkedIn, hein. LinkedIn, vous LinkedIn. pouvez venir. Instagram, je suis en train de me lancer, donc n'hésitez pas sur Instagram aussi. Mais ouais, LinkedIn et Instagram, je pense que c'est les deux canaux sur lesquels je suis le plus réactif. Top. Ben merci pour tout. Merci pour cet Avec échange plaisir. Et et à merci très à toi vite. pour ton invitation et merci à celles et ceux qui nous écouteront. Passe une bonne journée. Top. Bye bye. Ciao.